Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour prendre le temps de regarder l'actualité avec un peu de recul, avec un peu de hauteur. On parle d'un sujet qui nous concerne tous. On parle ce soir du numérique. Il est partout, il a envahi notre vie, la vie quotidienne, la vie professionnelle. On a tous un téléphone, on a tous acheté quelque chose sur Internet. On va en parler évidemment. C'est une révolution numérique. On est en plein cœur de cette révolution. On va essayer de la regarder avec calme parce qu'elle est un peu angoissante. Il y a Google, il y a les mastodontes bien sûr, Google, Facebook, Amazon et puis aussi des entreprises françaises, des boîtes françaises qui marchent très bien, qui elles aussi émergent, ont besoin de capitaux. On va en parler dans quelques instants. Ce sont quand même des entreprises, il faut bien le reconnaître, qui bouleversent un peu le modèle classique issu de la révolution industrielle. C'est vrai qu'on manque de repères. Vous les salariés, vous les chefs d'entreprise, vous vous demandez mais à quoi ça va ressembler ce monde numérique de demain? On fait le point évidemment parce que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, c'est l'homme qui monte, propose un Macron 2. J'ai lu d'ailleurs Manuel Valls avait peu apprécié l'intitulé Macron 2. Il a appelé ça Noé. Ce sont les nouvelles opportunités économiques. On se demande bien ce soir évidemment qui va monter dans cette arche numérique, l'arche de Noé lancée par Emmanuel Macron. On fait le point ce soir sur ce sujet. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD, notre partenaire, #CVRC pour les tweetos et je vous remercie. Et puis n'oubliez pas notre page Facebook parce que oui, ça vous regarde est une émission connectée sur les réseaux sociaux. Pascal Terrasse, bonsoir. Bonsoir. Merci de faire un détour par notre plateau parce que vous êtes député socialiste de l'Ardèche, vous êtes en mission et vous êtes aux premières loges sur cette question du numérique. C'est vrai que vous travaillez d'arrache-pied, vous rencontrez tous les acteurs de ce sujet. Vous allez réfléchir, faire un rapport justement sur les enjeux. Alors ils sont sociologiques, économiques, politiques. On en parlera avec vous. Et vous avez créé cette plateforme, c'est important. C'est une plateforme qui va permettre à tout le monde, Parlement et citoyens, de pouvoir apporter leur collaboration, leurs idées. Elle est ouverte, la plateforme, et on peut le voir. Et j'ai vu, on le verra peut-être tout à l'heure, que le Premier ministre et le Président de la République ont tweeté, donc eux aussi sont modernes, justement à l'occasion de votre initiative, de votre mission et du travail que vous menez. Merci d'être avec nous. Avec nous et à vos côtés, Benoît Sinault, bonsoir. Vous êtes déjà venu sur ce plateau il y a quelques mois, vous êtes directeur général de Wicar. Wicar, c'est 30 salariés et pour ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est la possibilité de louer des voitures en B2B à un particulier, en C2C. Et voilà, vous voyez que je commence déjà, moi déjà je suis en recul sur le vocabulaire. En C2C, on peut louer une voiture à monsieur tout le monde et la rendre les clés à cette personne. On y reviendra, il y a 30 salariés dans votre société et c'est plusieurs milliers évidemment de personnes qui vont sur votre site pour louer des voitures. On y reviendra dans quelques instants. Je rappelle que vous avez été auditionné d'ailleurs par Pascal Terrasse qui a vu toutes les entreprises françaises du sujet. Elliot Lepers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors activiste numérique, ça fait déjà très peur, vous êtes un activiste numérique. Vous êtes un geek, vous étiez jeune mais vous aviez fait la campagne numérique d'Eva Joly pour la campagne présidentielle. Ouais. Depuis vous faites 90 jours pour devenir le parfait écolo. Pas le parfait mais en tout cas pour avancer. L'écolo, c'est des conseils pratiques, c'est des trucs, c'est ça? C'est un coach personnel qui va vous accompagner pour débuter à devenir écolo. Voilà, on voit la page, parce qu'évidemment tout se joue sur Internet. Maintenant, c'est pas des livres que l'on montre, mais ce sont des pages Internet. Et puis, je précise aussi que vous êtes très engagé auprès des écologistes, sans être forcément d'ailleurs engagé auprès d'Europe Écologie. Vous aviez monté le référendum contre le référendum. Qui venait pas d'Europe Écologie, mais effectivement un contre-référendum. Julien Bayou. Julien Bayou était un des fondateurs. Effectivement, il y a pu y avoir une confusion du fait de sa fonction de porte-parole. Il est aussi porte-parole. Et puis sur ce plateau, je vais pouvoir présenter un livre, là, comme ça. Sandrine Cassini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde. Vous êtes auteur d'un livre vraiment passionnant, coécrit avec Philippe Escande. Il est sorti chez Albin Michel il y a à peu près un mois. Bienvenue dans le monde, dans le capitalisme 3.0. Alors on n'est plus dans le 2.0, on est dans le 3.0. C'est un panorama un peu angoissant sur ce qui nous attend, sur ce monde qui change, sur ces mastodontes qui s'imposent évidemment, et sur nous journalistes, parce que vous en parlez au début de votre livre, qui seront peut-être un jour remplacés par un robot, ou peut-être même que les dépêches seront déjà écrites par Google. Plus besoin de journalistes. Pas par Google, mais ça existe déjà aux États-Unis. Des robots écrivent des comptes rendus de matchs de foot, ou aussi bien qu'un journaliste, ou des articles boursiers. Donc ça veut dire que c'est la réalité existe déjà. D'accord. Donc ça veut dire il va falloir faire mieux qu'un robot, c'est ça en fait. C'est intéressant de vous donner la parole à la fin parce que vous représentez Wicar, il y a eu Blablacar, il y a eu des entreprises émergentes, Blablacar qui marche très bien, qui a levé des fonds, je crois des millions d'euros aux États-Unis parce qu'il manque d'argent et on va y revenir. Vous avez le sentiment vous d'appartenir finalement à cette génération qui fait la révolution. Alors c'est pas mai 68, mais c'est la révolution 3.0 et vous cassez finalement les codes qu'on avait. C'est vrai que le débat sur les cotisations salariales, sur le code du travail, sur le fait d'être en direct avec quelqu'un et en plus échanger des choses, vous brisez finalement les codes traditionnels parce que quand je vais chez Avis ou quelques loueurs, c'est une entreprise, c'est classique et je loue à une entreprise.
C'est certain qu'on modifie les codes traditionnels. Après, nous, on voit notre rôle plus comme étant, comme tous les entrepreneurs, hein, on observe un écosystème, on observe l'économie, on essaie d'améliorer les choses et de résoudre les points de douleur. Si je prends par exemple l'exemple de la voiture... Ça, c'est très beau, les points de douleur. Ça fait mal où, alors? Si je prends l'exemple de la voiture, ce qui fait mal, c'est qu'on a 40 millions de véhicules en France aujourd'hui dans le parc, qui sont utilisés moins de 10% du temps et mobilisent pratiquement 250 milliards d'euros de l'argent de nos concitoyens chaque année, puisqu'en moyenne, une voiture coûte 6 000 euros par an. Donc chaque concitoyen paye 6 000 euros pour utiliser une voiture 5% de son temps. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser la technologie pour essayer d'améliorer les choses et de dire qu'au lieu d'avoir 40 millions de véhicules qui dorment, on pourrait peut-être en avoir un peu moins, mais en les partageant, répondre aux mêmes besoins de mobilité et de déplacement des gens qui utilisent une voiture. C'est ce qu'on fait en utilisant. C'est très écolo finalement votre façon de penser. En l'occurrence, à terme, ça pourrait amener effectivement à moins de véhicules sur les routes et en plus potentiellement même un remplacement du parc, puisque les gens. C'est exactement. Et les gens qui arrivent à générer du revenu par leur véhicule, par leur propre véhicule, au lieu peut-être de garder une ancienne voiture, peuvent se permettre d'acheter une nouvelle voiture qui sont moins consommatrices en essence, moins polluantes. Disruptif, c'est le mot qui est utilisé 2 fois sur ce plateau. Vous avez le sentiment comme ça de concurrencer directement ces mastodontes de la location, qui sont des énormes entreprises, j'en ai cité une, mais il y en a plein d'autres. Vous les concurrencez, vous êtes juste un tout petit caillou dans la chaussure de ces grosses boîtes. Je pense qu'on est complémentaires en fait. On apporte nous une location de voiture qui est un petit peu différente de celle des loueurs traditionnelles, et en particulier sur le vecteur de proximité, puisqu'en l'occurrence, notre objectif à nous, c'est de mettre des voitures à louer partout dans les rues et que les gens puissent pratiquement descendre de chez eux et louer un véhicule dans la rue. Oui, on vous apporte un mot, Pascal Terrasse, parce qu'on... Allez-y. Juste peut-être quelque chose, je voudrais dire, c'est que ces mastodontes de la Silicon Valley qui font peur aujourd'hui tiennent à peu près le même discours. C'est-à-dire que, par exemple, Airbnb, qui est honni aujourd'hui par les hôteliers, pour cause, dit depuis le début, et de fait c'est un discours qui s'entend, nous sommes complémentaires, nous allons offrir une autre façon aux gens qui ne voyageaient pas jusque-là de voyager, de s'héberger plus traditionnel, moins Airbnb, c'est quand on va chez quelqu'un. Aujourd'hui, on voit par l'ampleur que le phénomène a pris que quelque part ils rentrent en concurrence, alors pas de la même manière effectivement, mais ils sont en concurrence directe. Mais ils disent même qu'on voit une belle activité. On voit surtout par l'ampleur que le phénomène a pris qu'il y a une demande. Pour cette offre-là. C'est le principal signe, si vous voulez. Mais c'est l'usage. Elliot Lepers, mais si on le pousse par l'usage, c'est que quelque part c'est positif. Oui, mais Elliot Lepers, est-ce que c'est la fin des entreprises traditionnelles que parfois certains membres d'Europe Écologie ont pu critiquer parce qu'ils pratiquent un capitalisme sauvage, barbare, vers une nouvelle économie? Un capitalisme. Ah oui, mais c'est ça le débat. Mais Airbnb, en ce moment, il y a une campagne de pub d'Airbnb qui propose, qui explique que grâce à ma chambre d'amis, j'ai pu m'acheter une moto vintage. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre bien le problème et la limite du système. Parce que pourquoi est-ce que cette personne sur cette pub n'avait pas les moyens de s'acheter sa moto vintage? On pourra revenir sur le fait d'avoir envie d'acheter une moto vintage. C'est parce que le loyer est trop cher à Paris. Et à la base, c'est parce qu'il y a un problème systémique qui fait qu'on a besoin de sous-louer sa chambre d'amis pour vivre et avoir des compléments de revenus parce que les salaires sont trop faibles et parce que les charges notamment de loyer sont trop élevées. Et c'est là que naissent effectivement dans des interstices sur lesquels il y a des opportunités économiques. Mais c'est écolo quand même, vous qui êtes plutôt proche des écolos. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, dans Wicar, c'est qu'il y a 3 composantes. Il y a d'abord, ça va être le même niveau de service parce que je pourrais utiliser une voiture quand même quand j'en aurais besoin. Et en même temps, ce sera moins cher. Je vais faire des économies, donc il y a un bénéfice. Et la troisième composante, c'est que ça permet une mutualisation des ressources et donc il y a un progrès écologique. Là, on est dans quelque chose qui est intelligent. C'est pas toujours le cas. Parce qu'elle bénéficie à l'économie, parce que si vous prenez ne serait-ce que 20% de réduction des dépenses de voiture des gens, ça représente 50 milliards par an. Vous réinjectez ça dans l'économie. Et en fait, d'ouvrir les Pascal Terrasse, je pose la question, non pas à celui qui rencontre depuis plusieurs semaines les acteurs qui vous parlent, vous avez entendu leurs arguments, le besoin de financement, on va en parler. Je m'adresse aux députés socialistes. C'est vrai que vous avez une minorité ou une majorité de frondeurs qui sont très très arc-boutés, qui expliquent que ce système va détruire l'emploi et le salariat, que c'est un retour au post-esclavagisme, c'est ce que dit Gérard Filoche, qui est quand même quelqu'un qui appartient au Parti socialiste. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui nous regardent ce soir et qui disent c'est bien le numérique quand on est consommateur, mais quand on est salarié, c'est pas super agréable? Moi, je sais pas quoi dire. Si vous voulez, on prend Uber. On me dit, en gros, c'est de l'esclavagisme. Ça veut dire qu'on a vécu pendant 30 ans avec la G7 qui faisait exactement la même chose et ça ne posait problème à personne. C'est pas pareil. La G7, vous avez des salariés aujourd'hui qui font 12 heures par jour, et puis vous avez des salariés, et puis des artisans, et puis des gens qui sous-louent des taxis. Enfin, qui louent le compteur, qui louent tout ça. Je veux dire, c'est même pire. Mais qui aujourd'hui, c'est même pire. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays?
chaque acteur, par exemple, d'Uber, est soit en micro-entreprise, soit dans un statut classique. La différence qu'il y a entre la France et les États-Unis, c'est que d'abord, on a une couverture sociale pour tous en France, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Reste qu'il y a quelques problèmes aujourd'hui en matière de protection. Et quand Gérard Filoche compare, au fond, le statut de ses salariés aux intermittents, mais moi j'aimerais que tous les salariés de l'économie numérique soient des intermittents. Justement, c'est ça la difficulté, c'est qu'ils ne le sont pas. Un intermittent, il crée, il invente, et puis quand il n'a plus d'activité, parce que... Il a une forme de liberté aussi. Il a cette liberté, et puis il a quand même un revenu, il a cette capacité à former. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas du tout le cas. Et donc, posons-nous les vraies questions aujourd'hui. Moi, j'entends ce qui est dit. Je pense qu'il y a pas de aujourd'hui cotisation, il y a pas de... Je pense qu'il y a un vrai souci sur le statut, notamment un statut qui soit mieux protégé. Je pense aux coursiers, je pense à ceux qui font chauffeurs, etc. Et peut-être à ceux qui sont dans le coworking. Enfin, tous ces gens-là, ces freelancers, tous ces gens... de zone grise, comme ça, un peu... Tous ces gens qui, aujourd'hui, s'il y a un accident du travail ou des professionnels, rien du tout. Si ils sont dans une période où l'économie va mal pour eux, rien du tout, pas de chômage. À l'américaine, souvent longtemps, c'est le modèle à l'américaine, quoi. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut que demain, ils soient reclassifiés comme étant des salariés. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien de subordination. Sinon, des liens de subordination, il y en a pour tout, jusqu'à l'agriculteur en Ardèche qui vend à une seule coopérative. Donc, tout ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il faut qu'on laisse cette liberté aujourd'hui à celles et ceux qui veulent travailler en indépendant, mais en même temps avec des protections. J'en discutais avec des organisations syndicales qui sont assez d'accord et ouvertes. Là, en gros, il faut qu'il y ait des protections collectives. Voilà. On a un métier individuel, mais en même temps, on a besoin de protection collective. Et mettons sur le tapis tous ces problèmes, sur la table, pardon, mettons tous ces problèmes-là et discutons-en. Benoît Sinon, un mot, puis on va entendre Emmanuel Macron. Vous allez voir, c'est une sorte de show à l'américaine qu'il a fait lundi, parce que c'est plus du tout les conférences de presse qu'il connaît. Vraiment, c'était incroyable. On va le voir. Allez-y, vous voulez intervenir. Je voulais juste dire également que je suis tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis, le sujet des protections collectives, c'est potentiellement aussi le sujet des prochaines start-up qui s'occuperont aussi de protéger ces nouveaux types de salariat qui sont les chauffeurs d'Uber et les gens qui... Alors d'ailleurs, il y a eu des mouvements syndicaux chez Uber, il faut le rappeler, puis ils ont manifesté, ils ont même réclamé, ils ont même occupé le siège d'Uber ici en France, je crois, pour réclamer, requalifier en salariat. Donc il y a eu aussi... Le syndicat aux États-Unis aujourd'hui est un syndicat de travailleurs indépendants. Donc, avant celui de syndicat d'un salarié. J'en profite, comme ça on pourra en parler juste après, mais dans votre livre aussi, vous dites que 47% du total des emplois américains, c'est une étude de 2013 qui vient de l'université d'Oxford, sont désormais menacés, c'est-à-dire un emploi sur deux. Ça veut dire que globalement, cette économie, cette révolution numérique est en train de faire basculer le monde complètement. Oui, comme on a pu assister à d'autres époques, des métiers d'aujourd'hui, surtout dans les professions intermédiaires, vont... voilà. Intermédiaire, c'est-à-dire tertiaire, des gens... Des femmes, c'est quel type de catégorie quand vous dites intermédiaire? On va dire des emplois de cadre, de cadre moyen. Des emplois de support, ça peut être dans la création. Non, mais c'est aussi des agents bancaires, des agents d'assurance. Société Générale qui ferme, je crois, 400 agences, c'est pas rien. Les banques ont fermé des agences. Ça, c'est une des conséquences du numérique. Oui, ça veut dire tout un tas d'emplois qui n'existeront plus demain. Alors, on ne dit pas que c'est pas le solde net, c'est-à-dire, on ne connaît, heureusement, heureusement. La difficulté, ce qui est un petit peu angoissant, c'est qu'on ne connaît pas ce fameux solde net. J'allais vous le demander. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois très qualifiés qui sont en train d'être créés et on ne sait pas à la fin. Entre ce qui sort et ce qui rentre. Et à quel rythme? Benoît Sinon, vous cherchez des salariés, des cadres. Je crois que vous cherchez des développeurs, vous ne les trouvez pas. Non. Non, nous, on n'a pas de gens formés en France. En fait, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. C'est qu'effectivement, il y a des professions qui disparaissent, mais il y a beaucoup de métiers qui apparaissent. Alors beaucoup, c'est un petit peu ça qu'on a du mal à... Autant beaucoup. Mais dans tous les secteurs, en fait, il y en avait... Airbnb se développe et tout d'un coup, il y a des services qui se développent autour de la prestation Airbnb qui n'existaient pas avant pour remettre les clés, pour la conciergerie, pour etc. Blablacar, ce matin, j'étais avec le patron. 200 salariés. De 200 salariés. Et ils ont levé 200 salariés. Ils ont besoin. Ils ont un besoin de 200 salariés. En plus, là, maintenant. Pour plein de professions, ils ont des difficultés à recruter, des professions très qualifiées. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ces professions intermédiaires. Alors, je pense qu'effectivement, la question, c'est le net. Et on se pose exactement la même question aujourd'hui que quand l'imprimerie est arrivée et qu'on se pose la question sur les moines copistes. Est-ce qu'il aurait fallu empêcher l'imprimerie pour conserver le métier des moines copistes? Ceci étant, les imprimeries ont disparu, Benoît Sinon. Et ensuite, ça a continué à évoluer, etc. Non, c'est pas pour effrayer ceux qui nous regardent, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre aussi à des mutations professionnelles. Écoutez Emmanuel Macron, d'abord quelques images
pour voir quand même la façon dont il a abordé cette conférence de presse. Il a collé, il était debout, il a fait une conférence de presse moderne. Steve Jobs, peut-être le patron de Free qui avait fait aussi une prestation de ce genre. Voilà, pour coller, je dirais, le fond et la forme. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors il n'a pas fait ce jour-là des annonces extrêmement concrètes, c'était très philosophique. Écoutez ce que dit le ministre de l'économie, parce que évidemment il porte Noé. C'est sa nouvelle loi et il a comme ça une vision un peu philosophique de ce texte. Regardez. Le monde dans lequel on vit est profondément différent de celui d'il y a 10 ans. Et dans 5 ans, il aura sans doute changé encore plus brutalement. C'est une révolution technologique, c'est une révolution d'usage, c'est une révolution qui vient bousculer les frontières et qui change la façon d'innover, la façon d'entreprendre, la façon de produire, qui parfois fragilise les modes d'organisation au sein de l'entreprise, de la société. Alors ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron, espèce de monde qui va changer. Donc il contribue à l'accompagnement de ce changement. Donc il va faire cette loi Noé. Vous allez le voir peut-être dans cette petite animation. Il y a des points qu'on a vus dans le sujet, mais il y a aussi d'autres éléments. Notamment, il propose ce fonds de pension à la française. C'est un mot qui fait toujours très très peur quand on est à gauche, le fonds de pension. Mais il y a aussi l'idée de faire muter, formation aux nouveaux métiers, c'est-à-dire il y a quand même cette volonté du gouvernement, et Pascal Terrasse, vous allez nous en dire un mot, de permettre à ceux qui vont quitter, je pense à la Poste. Olivier Besancenot était un des premiers à réagir, il a dit la Poste c'est des milliers de salariés, il y a moins de lettres, c'est vrai, et le numérique a pris la place, il faut les former. Vous êtes d'accord avec cette proposition et toutes les autres, parce qu'il y a le fonds de pension, il y a un nouveau statut d'entrepreneur individuel, il y a l'idée d'accompagner les salariés. Ça vous va, ça, le Noé? Vous montez sur le bateau? Non, moi, je monte pas sur Noé. En revanche, évidemment qu'il faut légiférer. Évidemment qu'il faut légiférer sur cette transformation. Évidemment qu'on est en retard. Évidemment que les statuts des salariés aujourd'hui, ils sont plus vraiment adaptés. Évidemment qu'on peut poser la question de la distinction entre CDD et CDI. On peut poser ces questions. C'est le numérique qui va bouleverser le code du travail, finalement. Oui. Mais oui. Évidemment, c'est par la force. C'est normal. Eh oui. Nos pratiques changent, la production, elle change, la production, elle doit... télétravail, le droit à la déconnexion aussi, parce que vous qui travaillez dans un journal, vous êtes le soir à 23h appelé par votre rédacteur en chef qui va venir vous demander une information le week-end. Tout change, ça va très vite. Vous savez, dans ce petit appareil, il y a plus de microprocesseurs que ceux qu'il y en avait en Soyouz. C'est un fil à la patte, comme on dit, pour les cadres. Soyouz est monté sur la Lune avec ça. D'accord. Voilà. Mais Pascal Terrasse, un petit mot politique. Je vous parle pas quand même, imprimantes vous savez, 3D. juste le député. Quand même, il y a un débat aujourd'hui sur le code du travail. On a fait cette émission, on a fait beaucoup d'émissions sur ce plateau avec la réflexion sur le code. Il est trop épais, il est trop volumineux. Est-ce que le numérique peut, d'une manière un petit peu comme ça, orthogonale, faire avancer toutes les questions que certains socialistes se posent sur le CDI, sur le CDD, sur la flexibilité du travail? Est-ce que ce numérique peut faire avancer les choses? Moi, je sais pas parce que ça va dynamiter le système. Il y a des métiers où le numérique n'existe pas encore dans l'industrie. Enfin, même s'il y a quelques éléments périphériques, mais d'une manière générale, il ne faut pas que le code du travail soit modifié parce que il y a cette nouvelle économie. Ça serait un point d'entrée qui ne serait pas bon. Par contre, que l'on pose aujourd'hui la question du télétravail, qui est un vrai problème aujourd'hui en termes environnementaux, en termes de qualité de vie. Et on bosse. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui. Je crois que le rapport Mettling dit beaucoup de choses sur ce télétravail, sur cette capacité à travailler dans les entreprises. Vous savez, quand vous êtes dans le milieu d'Internet, vous avez ce qu'on appelle les open space. C'est pas gai non plus, tous les jours. On présente ça comme quelque chose de très sympathique où on est tous ensemble. Non, dans plein de boîtes, il y a l'open space aujourd'hui, pas seulement Internet. Et pas seulement dans le milieu d'Internet. On dit que chez Google, c'est génial. Non, mais je sais pas, quand on lit des articles, on se dit, mais j'aimerais tellement bosser chez Google, il y a une salle de massage, on se repose. C'est pas la vraie vie, ça, c'est pas la vraie vie. Donc il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Par contre, que l'on pose la question aujourd'hui de l'organisation de notre travail qui est pas le même que ce qu'il y a 15 ou 20 ans, c'est une évidence. Que l'on pose la question de plus de flexibilité, quand on sait qu'aujourd'hui le principal acte d'achat est fait le dimanche, voire le principal acte de vente aussi est fait le dimanche, et sur le Bon Coin c'est le dimanche que ça se passe. Bon, tout ça c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Alors on peut se dire que ça n'existe pas, mais la réalité, je le disais tout à l'heure, le temps politique est en retard par rapport à la société. Une réponse à la Macron, parce qu'ici à l'Assemblée, beaucoup de gens disaient mais surtout pas ouvrir le dimanche, c'est contraire au droit du travail, les salariés ne le veulent pas. Amazon est plutôt contre l'ouverture dimanche, parce qu'ils font leur business le dimanche. Donc si on veut laisser les Américains prendre la place, continuons. Mais le budget, le budget il évolue pas, donc que ce soit ouvert le lundi ou le dimanche, le budget il est le même. Donc en fait, ce qui dépend, c'est à quel moment. On a acheté le dimanche, on n'achète pas le lundi. Surtout à qui il achète. C'est pas à quel moment on l'achète, c'est à qui il achète. Aujourd'hui, il achète
sur Amazon, qui est une boîte, et vous avez raison de le dire, qui ne paie pas ses impôts. Donc il y a aussi le principe sur cette économie-là d'une espèce de pieuvre. Google non plus d'ailleurs. Hein, Google, je dois des milliards. Hein, Google, c'est en 2014 plus de 150 millions d'euros de régie publicitaire en France. Ils ne payent rien. Ça impacte qui aujourd'hui? Tous ceux qui font de la publicité. Les journaux, les radios. Il y a une brèche. Il y a une brèche. Et à un moment donné, on peut faire ce qu'on veut. C'est normal qu'il y ait des gens qui s'immiscent dedans. Maintenant, c'est important de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et d'anticiper ce qui va arriver. Oui, et je pense qu'Emmanuel Macron, en fait, utilise un mot qui est extrêmement important, qui est agilité. Vous dites tout à l'heure, est-ce que c'est le numérique qui va forcer le changement du travail? En fait, on reconnaît tous aujourd'hui que l'agilité est nécessaire. C'est quoi agilité pour vous qui êtes chef d'entreprise? Agilité, c'est du côté flexibilité pour pas faire peur. Nous, on fait attention d'être extrêmement agile sur les produits qu'on développe, les nouveaux services qu'on arrive à apporter au marché, etc., etc. Et je pense qu'en fait, la réglementation et tout le système qu'il y a autour doit être extrêmement rapide et agile aussi pour nous accompagner dans cette révolution numérique et mettre en place les conditions d'une croissance saine de ces nouveaux services. Et votre réputation aussi, votre réputation est très importante. Sandrine Cassini, ce livre, je l'ai dévoré parce que j'ai appris plein de choses sur des chiffres, sur le travail que vous avez mené comme journaliste. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappels à un monde barbare. Vous dites les seigneurs du capitalisme, les barbares de ces grosses entreprises. Il y a vraiment une forme de barbarie dans la façon dont ils veulent conquérir le monde. C'est-à-dire, on se dit que Google, un jour, va avoir la main sur le monde entier, finalement. Base de données, recherche, médecins, ils embauchent des médecins. C'est un spectre peut-être un petit peu caricatural, mais effectivement, comme toutes les entreprises, comme General Electric, il y a quelques dizaines d'années, la tendance naturelle de l'entreprise, déjà son premier but, il faut rappeler que c'est quand même de faire du profit. Donc ça, c'est le sens de son existence avant toute chose. Donc effectivement, ces entreprises ont tendance à vouloir faire ce qu'elles veulent. Après, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Face à un constat. Nous, l'Europe, la France? Nous, l'Europe, nous, la France. Et puis les États-Unis, le débat se pose aussi. Vous parliez par exemple du travail. On pense que le numérique favorise le travail indépendant. Voilà, qu'on le veuille ou pas, efface les frontières de l'entreprise parce que les coûts marginaux sont tellement bas qu'il est désormais plus facile de faire appel à des indépendants que les avoir en interne. Donc, par exemple, en Angleterre, ce phénomène s'est largement développé. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que ça n'existe pas ou on essaye, comme dit monsieur, c'est une réalité, de mettre en place les outils qui vont pouvoir permettre de protéger ces gens, de leur permettre, je sais pas, d'emprunter de l'argent, d'ouvrir un compte en banque. On sait bien en France que le CDI, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Alors demain, ça le sera plus. Non, avec l'évolution du numérique. Avec l'évolution du numérique, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si ça n'existait pas ou est-ce qu'on essaie de créer une forme d'intermittence du spectacle sans la caricature qu'on peut mettre à côté qui pourrait protéger les gens et leur permettre de vivre dans une société normale? L'intermittence du spectacle, pour ceux qui nous regardent, c'est une forme de liberté entre son temps de travail, le travail qu'on effectue, et le fait qu'on soit en arrêt et qu'on soit indemnisé, puisque l'intermittence du spectacle, de période de chômage. On est donc indemnisé. On a Pascal, notre sentinelle. Vous vouliez intervenir, Pascal? Allez-y, bonsoir. Vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes déjà venu plusieurs fois. Vous êtes un geek, vous êtes passionné, ça vous fait peur le numérique? Est-ce que vous achetez, vous, sur Internet? C'est vrai que tous les domaines d'activité du monde, j'ai envie de dire, sauf le coiffeur, parce que là, on ne pourra pas numériser la coupe de cheveux, et la baguette de pain fraîche, ça va être compliqué. Mais hormis ces deux secteurs, tout est numérique. Oui, mais vous ne pensez pas qu'il ne sera pas vraiment facile d'enlever les sabots de certaines personnes de plus de 40 ans, qui sont figées dans le temps, peut-être par nostalgie? Dans le passé, les compagnies de diligence se sont fortement opposées à la venue du train. Il faut donc s'attendre à une certaine opposition de la part de Français, comme le disait le député, entre une personne de 11 ans et 18 ans. Déjà une énorme différence. Moi, je constate au niveau de mes enfants et de mes petits-enfants, c'est un monde complètement à part et les petits-enfants raisonnent beaucoup plus vite que mes enfants qui ont 40 ans. Et nous-mêmes, dans les années 70, nous utilisions uniquement des machines à écrire, nous utilisions des appareils comptables avec des touches. Et le monde a changé et on risque, Pascal, d'une manière générale, de ne pas pouvoir suivre. Vous, en tant que citoyen, vous avez peur ou vous dites, après tout, je prends le train en marche, je monte dans le train et moi aussi, je vais réserver mon billet de train sur Internet, tiens, moi aussi, je vais aller sur booking.com. Voilà. Est-ce que vous avez envie de le prendre, ce train, ou vous dites, moi, je suis bien aussi dans mon univers des années 70, ça me plaît? Pascal a pas reçu ma question, mais je pense que... Oui,
Vous m'avez entendu, Pascal? Excusez-moi. Non, oui. vous, ça vous plaît, oui, cet univers? Je pense que les nouvelles générations ne feront pas cas de ce que nous pensons. Ils nous dépasseront. Le tout, c'est de ne pas nous laisser dépasser complètement par la nouvelle génération, qui, eux, ne tiendront absolument pas compte de nos avis définitifs, de nos avis éternels, comme si la sagesse était née avec nous. Hein. C'est très beau ce que dit Pascal. Je pense que les jeunes ne feront pas cas de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, Pascal ou de ce que nous affirmons comme éternel. Merci, nous Pascal. serons dépassés déjà dans une dizaine d'années. Et les gens de 40 ans, s'ils ne suivent pas, ils seront déjà vieux à 45 ans. Quel monde. Merci, Pascal. Merci. Pascal Terrasse, juste, la vérité sort parfois de la bouche de nos sentinelles citoyennes. Vous dites, quel bon sens. Vous êtes confronté, vous, à ça, quand vous rencontrez ces entreprises qui vous disent, j'ai besoin de plus d'argent pour lever des fonds, j'ai besoin de développer ma boîte, j'ai besoin de trouver des salariés. Et est-ce que vous avez en tête, vous, le citoyen et le député, qu'on est en train, mais vraiment de basculer? C'est comme le dit Pascal, voilà, si on prend pas le train, voilà, on est dépassé. Moi, dans ma permanence, il n'y a pas très longtemps, une entreprise qui veut se créer trouve pas de réponse en allant voir un organisme financier traditionnel. Je la vois vers du crowdfunding, ça marche de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des capacités à ce que on puisse lever de l'argent pour mener une opération sans passer par les aides publiques et encore moins par les organismes financiers. On contourne le dispositif. Ça va venir pour les assurances, pour les avocats, voire peut-être pour le secteur médical demain. Ça commence, effectivement. Quand vous disiez tout à l'heure... échange de données. Le coiffeur, je suis pas certain, parce que demain, avec des imprimantes, enfin tout le système 3D, on pourra sur j'essaierai pas, sur ordinateur. Vous savez, moi quand je promène un petit peu, des gens nous disent en gros, d'ici 30 ans, peut-être moins, on pourra même construire son véhicule dans son garage. Moi je dis, ces gens-là sont complètement dingues. On peut le faire dès maintenant. Oui, Il n'y aura plus de véhicules. Il n'y aura plus de véhicules, sans chauffeur. Mais juste une question, Elliot Lepers, vous incarnez cette nouvelle génération, c'est-à-dire que vous n'avez pas les fameux 40 ans dont il nous parlait, parce que même moi, en tant que journaliste, j'ai aussi découpé mes articles, mis dans des dossiers, puis un jour on a inventé Internet et on a pu aller sur Google et c'était formidable. Vous dites quoi? Le monde de demain, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui me disent, mais attendez, c'est formidable Internet, mais moi je vais perdre mon job, et pour l'instant on ne me propose pas de job de remplacement. Bien, en fait, je pense qu'on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'économie et de travail, et je pense qu'il faut comprendre que le numérique, ça va au-delà de ça. Et c'est très important parce que ça modifie nos rapports aux choses. Ça modifie notamment notre rapport à l'autorité, à l'institution, et au pouvoir. Ah, vous le disiez, le rapport aux profs, le rapport... Exactement. Et c'est ça qui est peut-être plus intéressant, je pense. Évidemment, il y a un moment là qui est peut-être un peu angoissant parce qu'on ne sait pas forcément où on va. Mais ce qui est inquiétant avec ce genre de loi un peu fourre-tout, c'est qu'on est dans un paquet et que derrière des opportunités économiques, on met énormément de choses. Et c'est vrai qu'on là, on nous fait un peu rêver. Le ministre nous dit, attendez, c'est une bombe, on va créer plein d'emplois. C'est aussi l'intérêt d'un gouvernement. Oui, mais le numérique, ça dépasse la question de l'emploi, en fait. Et ça permet aussi de repenser la question des entreprises et de gouvernance, l'horizontalité. Moi, je fais partie de cette génération. D'où votre plateforme, d'ailleurs, pour le coup. Qui a toujours vécu sur la verticalité. Franchement, c'est un chef et on est corporate, comme on dit. Là, aujourd'hui, la question qu'il pose est juste, c'est-à-dire que le pouvoir, la méthode d'organiser son travail, les organisations dans les sociétés aussi sont en train de changer. Mais Sandrine Cassini, parce que j'avais une question à lui poser sur les... Juste, je voulais pas qu'on oublie avant de se quitter, quand même ces logiciels qui en fait guident les pages. J'ai lu Criteo, qui est une entreprise française qui marche très très bien. C'est l'entreprise qui crée entre autres les algorithmes. Elle a exporté partout, elle est au Brésil, aux États-Unis. Il y a quand même le volet liberté, il y a quand même le volet Big Brother, vous en parlez quand même. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est quand même un outil qui fait que quand on va sur Internet, on peut repérer la paire de chaussures parce qu'on est allé voir sur le site. C'est très envahissant aussi, le numérique. Comme dit, comme dit monsieur, c'est très ambigu. Comme le fait d'être en tant que consommateur, on pousse cette révolution, en tant que salarié, elle peut nous pénaliser. Sur les données, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un outil formidable de connaissances pour chercher des choses, pour que l'on nous offre tout un tas de services sans qu'on y ait même pensé. Enfin, on pense à notre place. On pense à notre place. Mais attendez. Moi, j'aime bien qu'on me propose des choses qui correspondent plutôt qu'être... Ça vous plaît, vous, en tant que consommatrice, en l'occurrence? Oui, consommatrice, il y a une partie qui me plaît, beaucoup plus que voir des publicités qui ne me concernent pas. Donc, c'est ça qui est ambigu, en fait. C'est d'un côté, ça me plaît, et de l'autre c'est intrusif. Et c'est en même temps, c'est intrusif, et il y a une partie qui peut basculer dans le Big Brother avec tout ce qu'il peut y avoir comme abus. Donc, c'est un petit peu... C'est comment, demain, on arrive à maîtriser tout ça en tant que citoyen, en conservant cette liberté nouvelle, qui est quand même plutôt un progrès, tout en se protégeant. Et on veut les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on veut pas sortir de ce monde-là
moi, je connais pas beaucoup de gens qui se disent, moi, je sors d'Internet, je me boucle chez moi, c'est vrai qu'il y en a et je peu qui le vis en disent. dehors. Donc, ce qu'on veut, par contre, c'est pouvoir maîtriser son destin, maîtriser son Et avenir, pas se sentir maîtriser sa vie. espionné, absolument. Pas se sentir espionné. Et avoir tout le ses temps. données protégées. Et fournir les données. Il y a un qui enjeu nous européen concernent sur les données là. Hein. pour des services qui nous plaisent. Donc c'est ça qu'on veut, c'est ça l'ambiguïté. c'est ça, Juste l'ambiguïté. le Big Brother, parce que c'est vrai qu'on parle un peu de l'algorithme. Une entreprise qui se fonde comme la vôtre et comme toutes les autres, ils ont eu des informaticiens, mathématiciens, des types assez brillants qui ont créé un algorithme qui va fabriquer et qui va comme ça mouliner. Vous aussi, vous avez dû le créer cet algorithme. Nous, on gère de la data. Enfin, la sécurisation et la confidentialité des données est absolument critique dans nos métiers. On est dans le métier du collaboratif chez nous, donc on connaît bien le mot confiance, puisqu'en fait, il faut qu'un particulier fasse confiance à un autre particulier. Je mets mon numéro de carte bleue, par exemple, il faut que ça soit hyper protégé. Si à un moment donné, votre entreprise montre qu'elle n'a pas sécurisé et garanti la confidentialité de vos données, c'est fini. Meurt. C'est aussi simple que ça. Donc la confiance est absolument au centre de tout ce qu'on fait, y compris dans la sécurisation des données. Vous, Pascal Terrasse, il nous reste quelques minutes, donc il y a ce travail que vous menez qui va aboutir à un rapport qui sera remis au Premier ministre. Vous avez déjà une petite idée comme ça, parce que vous avez énormément audité, auditionné, rencontré. Qu'est-ce qui va ressortir comme ça dans les grandes lignes Qu'est-ce qui peut ressortir qui nous fera dire que ça y est, on a rattrapé le retard? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros 5 thèmes sont abordés. Définir l'économie collaborative, parce que on vient de voir des prises de position qui sont très diverses. Vous savez, le sel est de l'économie collaborative, mais Uber est aussi de l'économie collaborative. En tout cas, ils se prétendent comme tel. Donc, essayer de trouver une définition à l'économie collaborative. Puis après, on va travailler sur 4 sujets qui sont importants. C'est la confiance pour les consommateurs. On vient de le voir ici. Des problèmes de réputation, de notation. Vous savez, il se dit beaucoup de choses sur les notations. Deuxième sujet, c'est la capacité à accompagner à la création d'entreprises, de start-up dans ce Donc à la création d'emplois. La création d'emplois, on parlait de levée de fonds tout à l'heure. Troisièmement, il y a le problème du travail, du statut du travailleur. Sujet très politique. Très politique, mais avec des éléments qui me paraissent aujourd'hui se dessiner en matière de protection quand même, quoi. Bon, sans faire une révolution. Et de cotisations différentes pour ces boîtes ou pas? Oui, ou elles sont assujetties aux mêmes impôts que la SARL classique, quoi. Ça, c'est le dernier point, c'est en gros comment l'économie collaborative contribue aux charges publiques. Eh oui. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Blablacar, c'est bien, mais ils utilisent des routes, et il y a quelqu'un qui a construit les routes et qui les paie, en gros. Bon. Ils paient leurs impôts, Blablacar. L'État avec les redevances à Vinci. Voilà, donc, alors quand ils sont sur les routes, les autoroutes, oui, mais quand ils sont sur les routes départementales qui sont... Mais est-ce qu'il faut un statut particulier pour ces entreprises? On se souvient des pigeons qui avaient quand même pas mal volé au-dessus de l'Assemblée nationale pour dire attention, vous allez nous fiscaliser, on veut pas, vous vous rappelez? Le débat sera reposé. Il faut faire très attention parce qu'en effet, quand on parle de fiscalité, moi je parle pas forcément d'ailleurs de la fiscalité des plateformes, encore que, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Puis il y a le sujet aujourd'hui européen, parce qu'il y a des plateformes qui... Fiscalité commune à toute l'Europe Moi je pense que c'est ça la réalité. C'est-à-dire que si l'Europe, lundi prochain d'ailleurs, le Parlement européen va auditionner les grands groupes et les GAFA, donc vous connaissez, il faut que quand même l'Europe puisse dire des choses sur ces grands groupes étrangers aujourd'hui qui peuvent être chinois ou qui peuvent être américains. Moi je me rappelle d'une ministre qui n'avait pas osé, elle était partie en voyage aux États-Unis, une ministre socialiste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle avait rencontré Google et elle n'avait pas osé poser la question. Je trouve qu'il y avait une polémique, c'est un ministre du commerce extérieur, je dis pas une bêtise, non qui avait un peu hésité à poser la question. Google était très important. Pour la réputation d'un parlementaire, il faut faire attention aussi. Hein. Donc ça veut dire, est-ce que vous, Pascal Terrasse, avec le travail que vous menez, est-ce que vous dites on est capable de concurrencer sur le plan européen et inventer un Google, un mastodonte européen, ou est-ce que Google est en train de... Il y a des concurrents, qui sont Google européens, français, qui sont plus petits, mais bien sûr, parce qu'ils se développent peut-être avec un peu de retard. Je pense à Exalit, je pense à Quant. Ça a été racheté. Ça a été racheté. Vous avez des logiciels libres aujourd'hui, qui existent, qui sont tout à fait adaptés. Le problème, c'est que c'est la vraie question en fait. C'est très intéressant de venir là-dessus. Parce que le logiciel libre, c'est la vraie invention du numérique. C'est qu'on arrive à un modèle de contribution. Le logiciel libre, c'est des bouts de code qui sont mis à disposition de tout le monde par des développeurs et qui permet aujourd'hui de lancer qui a tué les encyclopédies d'ailleurs. Je l'ai lu dans le livre. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur du code qui a déjà été codé par d'autres pour d'autres besoins et on ne code que l'adaptation ou l'évolution. Donc ça fait gagner un temps fou, ça fait gagner de l'argent et puis ça permet d'avancer ensemble. Et aujourd'hui, la plupart des sites qu'on utilise au quotidien, ils s'appuient sur cette intelligence qui a été collective à un moment donné. Et il faut, je pense... Mais cela l'accapare au nom du capitalisme. Google n'est pas à l'abri de la disruption quand même. Non, d'ailleurs, ces dirigeants... le logiciel de Google n'est pas du tout à l'abri. C'est-à-dire que Google peut un jour, ça va tellement vite,
site, on a l'impression que c'est immuable. Non, c'est pas immuable. Google peut être balayé par un concurrent qui émerge. Pour les dirigeants, ils viennent de mettre 20 milliards d'euros sur la recherche médicale. J'ai vu ça. Parce qu'ils expliquent qu'ils sont immortels. Donc, j'ai vu Twitter avait pas bien. Je suis pas sûre qu'il le soit vraiment, mais dans l'histoire de la technologie récente, on voit bien qu'il y a des entreprises qui sont balayées très très rapidement, alors qu'on se dit, par exemple, dans les smartphones, Nokia, il y a quelques années, on pensait qu'ils étaient indétrônables. Et ils ont disparu. En combien de temps? Enfin, très très rapidement, ils ont raté le virage du smartphone, ils n'ont pas su inventer le produit. Comme Kodak qui a perdu le virage du numérique. Donc on se dit aujourd'hui, ça paraît complètement fou, mais de fait, demain, ils peuvent être balayés. Ils le savent d'ailleurs, mais pas que d'ailleurs. Facebook, c'est pareil, ils peuvent être remplacés demain par un nouveau réseau social. Et Twitter va mal, puisqu'ils étaient mal en bourse. Twitter, j'ai vu que le président Hollande s'était inscrit sur Snapchat, il me semble, donc il est très très moderne. C'est plus jeune. Et Instagram. Instagram prend en ce moment. Pascal Terrasse, merci d'être venu. Le rapport est remis quand, et on pourra en savoir plus quand sur vos conclusions? C'est quoi la fin de vos travaux? Normalement, je dois remettre mon rapport au Premier ministre fin d'année, mais je pense que je le remettrai un peu plus tard, parce que j'ai quelques missions à l'étranger à faire. Quelques missions pour voir évidemment comment ça se passe. Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais je veux voir ce qui se passe de l'autre côté en Chine. En Chine, autre volet. Merci à Benoît Sinault, qui est le directeur général de Wicard, donc une des entreprises du numérique. Merci à Elliot Lepers, activiste numérique, geek. Bref, on a vu votre site 90 jours pour devenir le parfait écolo avec du coaching, donc pour ceux qui s'intéressent avec des trucs. Merci d'être venu. Et puis merci à Sandrine Cassini. Bienvenue dans le capitalisme 3.0. C'est un livre foisonnant, très intéressant parce qu'il y a plein de chiffres, plein d'études, et il est très agréable à lire. Merci d'être venu. Il est sorti chez Albin Michel. Merci à Pascal de nous avoir fait un peu de la philosophie d'un citoyen de plus de 50 ans. Merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission.